Fréquence YY. Bonjour et bienvenue sur Fréquence YY, la mission du Bistrot d'Icare. C'est Elisabeth au micro. Je vais présenter cette émission que l'on a choisi d'appeler l'émission des questions. En effet, nous allons nous poser beaucoup de questions aujourd'hui. Où est la réalité dans Star Wars? Qui sont ces gens qui doutent? Qu'est-ce qui change quand on change de genre? Ou encore, qu'est-ce que la galette? Au milieu de tout ça, nous nous autoriserons à nous questionner entre nous. Pour toutes ces questions autour de la table, je serai accompagnée d'un nouveau Nicolas, de Loïc, de Noël, de Lison et Louise. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous accueillons Nicolas aujourd'hui sur Fréquence YY pour sa première chronique. Nicolas, ça va? Salutations à tous. En effet, ça ne va pas fort. Je viens de me revisionner quelques bons films, puis j'ai fait mes petites recherches. Vous savez, j'ai toujours aimé la science-fiction, avec de beaux effets spéciaux, avec des péripéties plus ou moins lointaines et des scénarios plus ou moins compliqués. On dit que la science inspire la science-fiction et que la science-fiction inspire la science. J'ai donc longtemps pensé que nous, êtres humains, nous coloniserions l'univers entier dans le futur. D'ailleurs, dans la science-fiction, on se retrouve souvent dans un autre système, comme dans Star Wars par exemple. Vous aimez Star Wars? Oui, c'est pas mal. Moi aussi. J'ai toujours adoré. Mais vous ne trouvez rien de bizarre pendant les batailles spatiales? Non. Eh ben c'est n'importe quoi. Déjà, il n'y a pas de son dans l'espace, car il n'y a pas assez de matière pour que celui-ci se transmette. Donc, tous les bruitages de vaisseaux, de tirs, de robotique, vous oubliez. Ah oui, et attendez, parce qu'on dit pas de bras, pas de chocolat, mais ici, qui dit pas de son, pas d'explosion non plus. Ensuite, et justement, car c'est ce qu'on appelle le vide, on ne peut pas piloter des vaisseaux comme des avions, car ils dérivent. On nous a menti. Excusez-moi. Il faut que je vous raconte aussi que j'ai découvert Star Wars quand j'étais tout jeune, par mégarde, en parcourant les cassettes VHS enregistrées chez moi dans une grande bibliothèque, et en me demandant ce que pouvait être le film intitulé Le Retour du Jeudi. Anecdote véridique, bien sûr. Et tiens, en parlant de Jedi, vous aimez les sabres laser des chevaliers Jedi, par exemple? Oui, j'aime beaucoup. Eh ben ça aussi, c'est faux. Quand bien même on inventerait un laser assez puissant pour couper des portes blindées en deux, il ne se limiterait pas à la taille d'un sabre et continuerait son chemin en découpant tout ce qu'il traverse. Bon, restons zen, restons zen. Bon, c'est des détails hollywoodiens mis à part. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera quand même à coloniser la galaxie dans un futur proche? Oui, certainement. Ah oui? Et comment? On a déjà été sur la Lune, super! Notre unique satellite naturel. Et on a galéré pour atteindre cet astre qui est le plus proche de nous. Et en plus, c'était symbolique pour éviter la guerre mondiale. Aujourd'hui, on va sur Mars, mais c'est juste des machines qu'on envoie. Et pour ce qui serait de la terraformation de la planète la plus proche de nous, n'en parlons même pas. Alors, on fera comment, ne serait-ce que pour atteindre le système le plus proche de nous, Alpha Centauri? C'est à 4 années-lumière de nous. On n'a pas encore inventé la cryogénisation, à ce que je sache. Bon, ok, je m'emporte, mais ça m'agace de voir mes rêves piétinés par la réalité. Je sais pas, moi, rassurez-moi en m'annonçant que l'on pourra peut-être visiter d'autres galaxies dans un futur lointain et faire perdurer l'espèce humaine, s'il vous plaît. Oui, on colonisera l'univers, oui. Ah bon? Mais comment? Vous êtes au courant qu'à part les galaxies proches de nous, toutes les autres s'éloignent de nous plus rapidement que la vitesse de la lumière, et de plus en plus vite. Oui, je parle bien de l'expansion de l'univers. Tout cela a-t-il un sens ou bien sommes-nous condamnés à errer comme des damnés? Bon, c'en est trop pour moi. Il faut que j'oublie un peu tout ça. Je sais, je vais aller regarder les Harry Potter. Eux, au moins, ils disent la vérité. Bravo. Oui, Harry Potter, moi j'ai bien aimé Harry Potter. Plus que Star Wars, si vous voulez mon avis. Oui, avant. moi aussi, pareil. Nous J'ai avons préféré Harry Potter. Ouais, Ils nous ont moi, menti. c'est pareil. Ils ne mentent pas dans Harry Potter.
Non, j'espère que non. Bah oui. Je vous dirai ça la prochaine fois, parce que là, je suis pas très bien. Là. J'espère que ça va remonter le niveau un peu. Eh bien, écoutez, merci Nicolas. Pas de souci, merci à vous. Fréquence YY. Fréquence YY. Nous retrouvons Loïc qui vient nous parler d'une série militante, Océan. Bonjour Loïc. Bonjour Elisabeth. Donc bonjour. Après ma chronique sur les combats LGBT, je reviens sur Fréquence YY pour vous parler cette fois-ci de transition de genre. Ce sujet, j'aimerais en parler avec vous au travers de la série Océan. Il s'agit d'une web-série autobiographique documentaire qui se présente sous la forme d'un journal filmé retraçant la transition d'Océan. Mais qui est Océan ? Océan est un homme transgenre. Il est, je cite, « né assigné fille ». C'est un comédien d'une quarantaine d'années qui décide de commencer sa transition tant sociale que médicale. Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines personnes ne sont pas nées dans le bon corps. Ce sont donc des personnes transgenres. Les personnes trans sont toutes les personnes qui sont d'un genre différent de leur sexe biologique. Donc on appelle femme trans une personne que l'on a assignée garçon à la naissance et qui plus tard s'identifie en tant que femme. A l'inverse, un homme trans est une personne que l'on a assignée fille à la naissance et qui plus tard s'identifie en tant qu'homme, ce qui est le cas d'Océan. Donc il me semble intéressant de voir comment cette série aborde l'aspect relationnel pendant le parcours et à partir du coming out transgenre, et ce sur tous les plans, c'est-à-dire amicaux, familiaux et sociaux. Sur le plan amical, il y a plutôt un bon accueil, ses amis respectent son choix et vont jusqu'à l'accompagner dans certaines de ses étapes de transition. Par exemple, on voit que c'est une de ses amies qui lui fait sa première injection de testostérone. C'est un de ses amis qui lui apprend à se raser, et il est accompagné pour son opération à Lyon par sa meilleure amie. C'est d'abord à ses amis qu'il demande de faire l'effort de le genrer au masculin, et cela semble être une étape de soutien pour Océan. Malgré le bon accueil de la part de ses amis, il y a quand même un mais. C'est le choix de son prénom. Son dead name étant Océane, pour le rendre masculin, il retire juste la lettre E pour que cela fasse Océan, ce qui rend son prénom plutôt original. Du côté de la famille, les réactions sont plus nuancées. Sa sœur lui parle du deuil qu'elle doit faire. Elle dit, je cite, « Pour que les gens soient prêts à accepter, ils doivent aussi renoncer à certaines choses. » Elle parle de perte et de renoncement, ce qu'Océan a du mal à entendre, car après tout, il n'est pas mort. Alors parler de deuil lui semble complètement disproportionné. Son filleul, pour qui, je cite, « Chacun est libre, les gens font ce qu'ils veulent, et ça les regarde », finit tout de même par dire qu'il n'a plus de marraine. A l'inverse, sa nièce, qui est plus jeune, est contente pour lui au point d'en avoir les larmes aux yeux. Son oncle, lui, reconnaît que cela demande beaucoup de courage. Mais le personnage familial le plus présent dans cette série, c'est la mère d'Océan. De par sa présence dans la série et sa capacité à discuter ouvertement du sujet, on peut dire qu'elle accepte en partie la transition de son enfant. Mais d'un autre côté, elle a du mal à comprendre, elle discute beaucoup les termes à employer pour nommer Océan. Pour elle, je cite, « Tu ne seras pas un homme, tu ne seras pas mon fils, tu seras trans. » Mais contrairement à ses amis, sa mère adore le prénom qu'il a choisi, et avoue même qu'elle rêvait qu'il choisisse celui-ci. Du côté du grand public, les réactions sont diverses, que cela soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Certes, sa médiatisation le met en première ligne pour recevoir des injures, mais elle fait aussi de lui un porte-parole. Il se rend sur des plateaux télé à des heures de grandes écoutes et il explique sa démarche de façon claire et intelligente. Bref, il effectue un travail de vulgarisation pour que la transidentité ne soit plus vue comme un concept obscur et incompréhensible par la société. À côté de ça, la série ne fait pas l'impasse sur les difficultés administratives qu'Océan rencontre, comme l'étape du passage au tribunal pour changer d'état civil et avoir le droit d'être officiellement appelé Océan. De manière générale, quand on regarde la série Océan sous l'angle de l'aspect relationnel, on voit que les réactions sont extrêmement variées. Cela va de l'incompréhension, voire de la haine, jusqu'à l'acceptation sans problème. Mais quelle que soit l'opinion des gens, on remarque que tout le monde, à un moment ou à un autre, va mégenrer Océan. Le mégenrage est l'action de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre. Si on le fait volontairement, mégenrer est une insulte transphobe. Si c'est accidentel, cela reste problématique, bien sûr. Mais l'on voit que par ailleurs, la personne fournit des efforts pour genrer correctement. Cela peut donc ouvrir sur des discussions et laisser la porte ouverte à une compréhension mutuelle. Bravo. Donc c'est une série qu'on peut retrouver où alors ? Sur France 2. Sur France 2, c'est encore accessible sur Internet ? Oui, c'est encore accessible pendant pas mal de mois déjà. Ok. Voilà.
Donc c'est accessible, il y a une saison 2 aussi. Donc si ça... Sur replay, c'est possible? Oui, sur replay, ouais. Ouais, et c'est des épisodes qui sont assez courts, hein, je crois. Ouais, c'est entre 10 et 12 minutes les épisodes, donc c'est des petits épisodes qui vont assez rapidement. D'accord, ok. Et ça aborde du coup plusieurs aspects de la transition. Exactement, c'est ça. Ça aborde dans l'aspect, comme j'ai dit, social, familial, amical et amoureux aussi d'Océan. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que cette série, elle te retrace bien les étapes de la transition de genre. D'accord. Vous vous êtes attardé sur la partie un peu dans ses relations, dans sa famille, dans tout ça, mais en fait, la série, elle va au-delà de ça. Là, c'est Oui. vraiment ce à quoi vous êtes attaché. Exactement, Ouais. je me suis ciblé là-dessus pour pouvoir, parce que sinon ça serait très long de pouvoir parler de cette série. Et voilà. Et du coup, tu disais au début, je sais plus si c'est vraiment un documentaire ou si c'est une fiction. Non, c'est une web série autobiographique documentaire. Donc Ok. c'est voilà, C'est c'est sur la vie, vraiment, c'est le vrai, c'est ça. Océan. Ok, c'est vraiment Voilà. sa vie à Ouais. lui. Et au moment où ça se passe, voilà, il échange au moment où ça se passe, Mm. et puis du coup, c'est sa famille qui témoigne, en fait. C'est presque du témoignage, hein. Exactement, c'est ça. Parce que c'est pas les échanges forcément en direct qu'il a pu avoir avec sa maman, c'est sa maman par moment qui témoigne et qui répond de ce que elle, Mm. ça lui fait vivre, en fait. Exactement, ouais. c'est ça. On a regardé un petit peu ensemble. J'ai regardé des petits bouts avec Loïc pour préparer le travail. Ouais, ouais. Et du coup, la saison 2, vous avez un peu... J'ai pas encore regardé, mais il me semble que Adélaïde, qui est à la régie, a regardé la saison 2 et qui m'a dit qu'il était plutôt bien. Donc j'ai hâte de regarder la saison 2. Ok. Et il y a d'autres thèmes là, qui sont abordés à l'intérieur qui vous semblent intéressants de partager avec nous, même dans la discussion là? Il y a tellement de choses, parce qu'on voit sans l'aspect médical, quand on voit qu'il rencontre le chirurgien sur Lyon, on voit son endocrinologue qui va chez l'orthophoniste aussi pour voir l'évolution de sa voix. Voilà, ça Oui, va parce qu'avec les vraiment... hormones, sa voix change assez Exactement, rapidement. c'est Ouais. ça, Mhm. exactement. Et il est acteur, ouais, je me rappelle d'un bout là, où on avait parlé, il est acteur, et puis à un moment, il cherche des rôles. Il est donc au début, il est actrice, Voilà, et c'est ça, puis exactement. en fait, il devient acteur. Exactement, et puis c'est difficile pour lui au début de trouver des rôles d'homme parce qu'il est qu'au début de sa transition et que c'est difficile pour les personnes de trouver un rôle d'homme. Enfin, c'est un peu, comment dire, c'est compliqué dans le sens où il est pas, il est au début de sa transition. Il est en cours de Il est transition. en cours de transition, donc c'est difficile pour les personnes qui font des castings et tout ça, je suppose, de pouvoir imaginer quelqu'un sur un tel rôle. Et donc, je pense que voilà. Et puis, il n'a pas beaucoup on va dire, de représentation de lui. Les acteurs, ils ont un peu ce qu'ils ont fait avant permet des fois d'imaginer quelqu'un dans ce rôle-là ou pas. Et en fait, là, tous les rôles qu'il a eu avant étaient des rôles féminins. Alors, Exactement. il a des rôles de personnes trans aussi, du coup. Oui, Qui, du coup, forcément, vu qu'il est en pleine transition, ça correspond oui, bien. exactement. Voilà. Ok, donc ça pose des questions aussi au niveau de l'emploi, en tout cas même sur des métiers comme ça, Exactement. de ce qui se passe au niveau de l'emploi. Ouais. Ouais. Et je me rappelle, on a regardé bon, je vais dire la fin, mais c'est pas très très grave, tout le monde a compris que c'était une transition, mais à la fin, à un moment, il est avec sa copine, il lit le résultat Du tribunal. du tribunal, ouais, qui lui accorde le fait de changer de prénom. D'état civil et d'état Ouais. civil aussi. Et d'état civil, oui, voilà. On peut... Et au moment où il dit à sa copine, super, on va pouvoir aller dans des pays homophobes. Sans se faire... tranquillement, on pourra aller tranquillement dans des pays homophobes. Voilà. C'est assez, Ouais, c'était assez drôle. c'est assez rigolo comme remarque. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air assez serein avec ce qui se passe. Oui, moi je trouve aussi. Voilà, donc sa position militante est assez tranquille, même avec dans les Mhm. discussions avec sa mère, avec Sa ses mère, amis, ses avec amis, ouais. voilà, ils ne se sont pas forcément agressés non plus Non. par le mégenrage. C'est ça, Voilà. Si j'ai bien suivi, comment vous appelez ça? c'est le mégenrage, oui. Quand on se trompe. désigne une personne par un genre qui ne correspond pas à son genre. Voilà. Ok. D'autres réactions? Est-ce que des personnes qui font du migenrage, on peut dire que c'est des mijaurés? Je sais pas, à toi de voir, Nicolas. C'est comme tu veux. Très bien, merci.
Merci Loïc. De rien. Pour nous distraire, Patricia, accompagnée des Clémentines, nous interprète Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font des bruits de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leur automne au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Merci à Patricia et Clémentine. Fréquence Wai-Wai. Avant de terminer cette émission, Nawel vient nous parler non pas de couscous, non plus de gougères, mais de galettes des rois. Nawel, c'est à vous. Merci Elisabeth. Et oui, aujourd'hui, c'est une chronique spéciale Galette des Rois. Alors, avant de vous raconter, avant de parler, je vais vous raconter surtout son histoire. Et ensuite, je vous partagerai sa petite recette. Alors, elle a été célébrée longtemps le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. On tire désormais les rois le premier dimanche de janvier. Je tiens à préciser que depuis novembre, il y a déjà des galettes dans les magasins, ce qui est un peu dommage. Alors la galette prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales. Mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a donné son nom de galette des rois et c'est celle-ci que je vais vous raconter. Alors, galette ou brioche ? Galette. Galette, bien sûr. C'est autour du XIIIe siècle qu'apparaissent les premières traces du gâteau du partage, partagé en nombre de parts des présents, plus une, la part du pauvre. Et surtout, la tradition d'envoyer un enfant jeune et innocent sous la table pour effectuer la distribution. Au XVIe siècle, le gâteau des rois a fait l'objet d'une guerre féroce entre les boulangers et les pâtissiers. Chacun voulant le monopole de la vente de ce gâteau, sentant le marché juteux. C'est alors que le roi François Ier accorda le droit aux pâtissiers de fabriquer et de vendre ce gâteau. Mais les boulangers contournèrent l'interdiction en substituant par les galettes qu'ils offraient à leurs clients. Et oui. Et la fève dans tout ça ? Pas de galette sans fève, on est bien d'accord, hein ? Bah non, Oui. sinon Voilà. ça sert à rien. C'est une tradition qui remonte au XIVe siècle. Et pour la première fois, à Besançon,
des moines ont commencé à élire leur chef en mettant une pièce d'or dans un morceau de pain. Mais ensuite, le pain a vite été remplacé par de la brioche. Eh ben oui, les petits gourmands. Hein. Et la pièce d'or, par une fève. Bon, là, ça fait un peu radin. La fève a été le premier légume poussant au printemps, soit après le solstice d'hiver. Elle est vue aussi comme le symbole de fécondité. Et voilà pour son histoire. Maintenant, place à sa recette. Pour sa recette, il vous faut 400 g de pâte feuilletée. Pourquoi 400 g? Parce que je vous conseille de la commander chez votre boulanger. Parce que c'est une pâte assez très technique et longue à faire. Et puis du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous. Ou alors, 2 rouleaux de pâte feuilletée en magasin, pur beurre, parce que le gras, c'est la vie, n'est-ce pas, Adélaïde? Ensuite, pour la crème d'amande, il vous faut 100 g d'amandes en poudre, 50 g de beurre mou, une goutte d'extrait d'amande amère, un œuf. Pour la crème pâtissière, 125 ml de lait, 20 g de sucre, un jaune d'œuf, 15 g de farine et pour la dorure, un jaune d'œuf. On commence par la crème pâtissière. Alors, portez le lait à ébullition. Ensuite, à côté, dans un saladier, on met le jaune d'œuf avec le sucre. Vous fouettez énergiquement. Ensuite, on y ajoute la farine, un autre mélange. Une fois le mélange prêt, vous versez le lait bouillant dans le saladier, puis vous y remettez au feu pour épaissir la préparation environ 30 minutes sans cesser de remuer. Allez, on remue, hein, pour éviter que ça brûle, effectivement. Versez le tout dans un autre saladier, puis posez délicatement un film alimentaire sur la crème pour empêcher la croûte de se former. Et vous mettez au frais. Ensuite, pour la crème d'amande, mélangez le beurre mou, le sucre, l'œuf, les amandes en poudre, une goutte d'extrait d'amande et pour finir, 100 g de crème pâtissière que l'on vient de préparer. Et c'est ce qui vous donne une frangipane. Ensuite, placez au frigo pour la raffermir. Cela rendra le montage un peu plus facile. N'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on étale notre pâte feuilletée. On découpe 2 disques de 24 cm de diamètre environ. Vous étalez la frangipane jusqu'à 3 cm des bords. Attention, n'oubliez pas la fève. À l'aide d'un pinceau, étalez un peu de blanc d'œuf ou de l'eau tiède sur le rebord de votre disque afin de souder les bords de votre pâte et d'enfermer hermétiquement la frangipane. Ensuite, vous dorez le dessus de la galette afin de réaliser des motifs à l'aide de la pointe d'un couteau. Enfournez le tout à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà pour sa recette. Maintenant, j'ai 2 petits conseils. Vous pouvez torréfier les amandes en poudre, ce qui renforcera le goût des amandes, mais dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'extrait d'amande. Et pour le dernier, après la cuisson, vous pouvez également glacer votre galette avec un sirop fait avec 50 ml d'eau et 30 g de sucre. Merci pour votre écoute. Ça a l'air quand même un peu balèze, hein, quand même. Hein. Mais non. Il y a pas mal d'étapes quand même. Il faut faire la frangipane au milieu. En fait, c'est pas simplement des amandes juste battues et tout ça, quoi. Non, c'est sûr que il y a quelques techniques, mais après, c'est meilleur. Hein. On va pas se mentir. Oui, c'est meilleur que la simple... la simple crème d'amande. Voilà, exactement. Ou la crème pâtissière en sachet, toute prête, déjà lyophilisée, achetée en magasin. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de commander votre pâte feuilletée chez votre boulanger. C'est vraiment... Est-ce que ça, c'est vraiment vraiment long, la pâte feuilletée? Alors là, oui. Hein, il faut... Il faudrait presque la commencer la veille pour le lendemain pour que ça soit... Ouais, mais il existe des pâtes feuilletées rapides. Moi, j'ai déjà fait et ça marche pas mal. Hein.
Ah bon? Ouais, tu fais juste en 1 heure. Enfin, D'accord. Ouais, il y a des recettes un peu. Eh bien, avec plaisir. Ouais. On fera... Ouais. Et ça C'est fait un sûr peu de feuilletage quand Ouais, même. ça fait du feuilletage. C'est sûr que c'est moins feuilleté qu'une pâte qu'on a mis 3 heures à faire, mais ça marche pas mal quand même. Pour Donc avoir voilà. testé, ça marche bien. La différence, elle est là. C'est qu'il y a moins de feuilletage. Un peu moins. Mais Mais ça en va, tout cas, franchement, c'est correct. Ravi un jour, pourquoi pas. Ouais. C'est un défi que je vous lance, hein, Lisa. Oh là 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 là. Je veux J'ai bien pas dit. goûter si ça peut aider. Et alors Ah oui, on m'a dit aussi pour les fèves, il ne faut pas trop la mettre au milieu parce que sinon on rajoute des chances de la couper avec le couteau. Effectivement, Parce que déjà souvent souvent on tombe dessus, je sais pas comment on se débrouille, mais souvent on tombe dessus quand même. c'est vrai. Mais plus on la met, faut pas la mettre trop à l'extérieur non plus parce qu'elle risque de sortir, mais plus on la met à l'extérieur et moins on a de chances de la couper. Ça c'est des maths ça. Ouais, effectivement, il faut essayer d'un peu de visualiser les parts. Donc, c'est vrai que la recette là que je vous ai donnée, c'est pour 8 personnes. Essayez de visualiser un petit peu comment vous allez la couper et centrer du coup sur votre part la fève. Oui, centré sur une part et pas centré sur la galette. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Bon, après, il y a une légende sur le fait, moi, on m'avait déjà dit, là, quand on coupe la fève, là, bah, c'est qu'on va pas avoir de chance, en fait, cette année. Super. Et le fait de donner une couronne, là, ça date de quand, ça, pareil? Eh ben, honnêtement, dans les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé où ça parlait de couronne. Alors, est-ce que ça a été rajouté après par la suite? Mais de toute façon, là, c'est une première étape. Donc là, j'ai parlé vraiment de l'histoire de la galette. Mais l'année prochaine, je reparlerai d'autres recettes de galettes différentes. Parce que, comme je disais, selon les régions, il y en a qui vont faire la galette à base de frangipane, la brioche, la fameuse brioche, plusieurs sortes de galettes. Et peut-être qu'on arrivera à savoir d'où vient cette histoire de couronne. Oui, j'avais vu qu'en Franche-Comté, ils ont eu un truc qui ressemble vraiment à la galette des rois, qui est à l'amande et tout ça, mais qui est pas de la frangipane, quoi, qui est vraiment très spécifique. Et là-bas, vraiment, toutes les boulangeries font ça. Enfin, Franche-Comté. Besançon, quoi, après. C'est des galettes franc-comtoises, ils appellent ça comme ça. C'est ça. J'espère qu'ils mettent pas du comté à l'intérieur. C'est peut-être ça le secret. C'est peut-être ça, ouais. Ils mettent du comté partout. À la place de la fève, un morceau de comté. C'est bon le comté, hein, mais bon. Ok. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, Nawel, merci beaucoup. Je vous en prie. Fréquence YY, ça mitraille. C'est la fin de cette émission. On espère avoir répondu à certaines de vos questions, mais pourtant de vous avoir invité au doute. Écoutez-nous sur YouTube, mettez vos commentaires. Nous vous souhaitons une belle année 2022. À bientôt sur Fréquence YY. Ok les gars, vous êtes bien sur Fréquence YY. Terminé.